Nouvelle journée sur la Terre et nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur les médias leaders Watt FM et Truy TV. Le tribunal de l'actualité, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Et dans le prétoire de la deuxième audience de cette semaine, nous vous amenons dans nos rues et dans nos carrefours pour parler de mendicité. Mendicité dans le contexte de terrorisme qui caractérise le Burkina depuis un certain temps. Notre convoqué du jour est un invité de choix qui a accepté de partager avec vous sa vision et ses réflexions sur cette question à laquelle il a consacré un ouvrage. Contrôleur général de police à la retraite et notamment ancien directeur général de la police nationale puis des écoles de police, Paul Sando est depuis 2017 directeur exécutif du Conseil consultatif en gouvernance, sécurité et développement local de CGSDL, le cabinet d'études qu'il a créé. Bonjour Paul Sando. Bonjour. Merci d'honorer notre convocation. Merci. En face de vous, donc, des juges de ce tribunal siègent aujourd'hui pour cette exploration de la mendicité entre opportunité et enfer, selon les mots de votre ouvrage. Bonjour, juge Geoffroy Vara. Bonjour, président Tomandi. Bonjour, juge Ouetraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Juge Vara, bonjour. Auditeurs, téléspectatrices, bonjour. Bonjour à vous deux et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Avant-propos d'un juge, une séquence qui ouvre donc l'audience du jour. Comme tous les jours, juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos? Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner le Togo. On a appris que dans la zone des 3 frontières, il y a eu une autre attaque, une attaque meurtrière. Et quand on regarde, c'est préoccupant. Ça vient un peu après l'initiative d'Accra pour montrer que même les pays côtiers sont ceux-là qui sont dans la ligne de mire et ils en ont conscience aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt dans la zone frontalière entre... C'est Bénin, Burkina et Togo. Voilà. Okay. C'est dans cette zone-là. Quand vous faites allusion aux 3 frontières, on pense au Burkina, au Niger et au Mali. Oh, mais là-bas aussi, c'est pareil. Mais bon, quand cela détient, bon, on sait que lorsqu'on parle de l'initiative d'Accra, c'est même juste à 4 frontières au minimum qui sont concernées pour ce qui est du Burkina Faso. Donc là-bas, avec cette attaque-là, ça nous montre qu'il y a un véritable problème. Et quand vous regardez, la zone, c'est une zone forestière, donc elle est très bien pour des comment dire ça, des terroristes qui sont très souvent pris en chasse et qui y trouvent le moyen de repli. Et on sait que c'est une zone d'intense commerce où on parle du commerce de cigarettes et beaucoup d'autres éléments qui viennent du port et qui transitent par là-bas. Et donc il y a ce qu'offre la forêt déjà pour des replis très intéressants pour eux. Et puis il y a l'orpaillage qui n'est pas loin. On sait que c'est dans tout cela qu'ils ponctionnent et qu'ils arrivent à alimenter leur terrorisme parce que ça demande de l'argent. Et c'est le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est vraiment concerné par cela. On connaît un peu leur mode opératoire et on sait aussi quelles sont leurs visées. Ils veulent tous un corridor avec une ouverture sur la mer et ils sont en train de travailler à cela. Je le disais encore, les terroristes nous ont montré que les questions de frontières, c'est dans la tête de nous qui leur sommes opposés. Maintenant, si nous gardons ces frontières-là dans nos têtes, c'est qu'on n'a encore rien compris. Il faut se mettre à niveau et au niveau parce que eux, ils ont compris beaucoup de choses et ça les rend plus forts. Ça les rend beaucoup plus forts et on doit donc s'élever à ce niveau de force-là et adapter les stratégies en conséquence. Oui, juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci président. Je voudrais revenir sur une opération que la police municipale de Ouagadougou a menée ces derniers jours. Il s'agit donc de la fermeture de certains bars et maquis dans la ville de Ouagadougou. C'est une bonne chose, d'autant plus que sur ce plateau, on a souvent fait cas justement de ces maquis qui créent beaucoup de nuisances sonores
à leurs voisins. On avait souvent l'impression que les autorités étaient sourdes aux cris de ces populations-là, parce que ça ne s'expliquait pas que des maquis poussent comme ça dans les quartiers, dans le voisinage, et que certains enfants même ne puissent même pas bosser, et que des riverains dénoncent cela sans que les autorités ne fassent quelque chose. Cette fois-ci, ils ont fermé 4 maquis, dit-on. C'est une bonne chose, surtout qu'on dit que ces maquis-là n'étaient pas dans les règles. On ne sait même pas comment ils ont pu avoir donc l'autorisation d'ouvrir. Au-delà de ça, s'il faut féliciter, il faut aussi dire que beaucoup reste à faire sur ce registre-là, surtout aux encablures des écoles. On a souvent dénoncé ça également. Il y a des maquis qui font face à certaines écoles, à certains lycées, et lorsque les enfants sortent, ils s'y retrouvent immédiatement, où ils consomment beaucoup de choses, des stupéfiants, de l'alcool, etc., qui n'est pas de nature à faciliter donc leur écolation. Et je voudrais ici encore une fois de plus interpeller les autorités sur le fait que ce qui est fait est déjà bien, mais beaucoup reste à faire et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il ne faut surtout pas s'arrêter en si bon chemin, parce que nous devons faire des efforts dans tous les domaines pour arriver à régler la situation dans laquelle nous sommes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un nouveau bonjour et bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité sur la télévision interactive Truy TV et en simultané sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine que vous écoutez sur 100.7 en modulation en 2 fréquences. Nous évoquons aujourd'hui la mendicité dans notre contexte d'insécurité avec Paul Sando, directeur exécutif du Conseil consultatif en gouvernance, sécurité et développement local, auteur d'un ouvrage sur la question intitulé « De la mendicité aux opportunités ou aux enfers ». Mais avant d'y arriver, voici la fenêtre des généralités. Juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. En termes de généralité, je dirais on est dans le creux de la vague sur nos réalités sécuritaires. Il y a des populations qui sont appelées à venir prêter main forte et il y a beaucoup aussi qui lancent le questionnement. Qu'est-ce qu'il en est de nos forces, par exemple, de police et autres, qui ne sont pas purement militaires, mais qui peuvent apporter beaucoup parce qu'ils maîtrisent mieux le maniement au moins de l'arme que les civils et qui ont déjà la contribution sur la question sécuritaire. On a vu au Mali le choix de remilitariser l'armée parce qu'elle était d'abord militaire et puis après ça a été changé et ils y sont revenus. Est-ce qu'au Burkina, vous avez l'impression que la question elle est prise du bon bout et qu'on pose franchement le débat sur ce que peut être notre police dans sa mutation pour mieux contribuer à notre réalité sécuritaire? Ok, merci bien juge. Bon, il faut dire que à ces moments-ci, la synergie d'action dans la lutte contre l'insécurité est sans équivoque. Voilà, tout le monde tente à partir de sa position de mettre la main dans la pâte. Alors, naturellement que problème de sécurité, avant on parlait et on identifiait des corps. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité au Burkina, on parle de tout le monde. À partir de celui qui vend ses arachides au bord de la route jusqu'à celui qui est dans les chars en train de tirer. Alors, mais maintenant, votre question me pose la question par rapport à la police nationale spécifiquement. Alors, la police nationale est une force intérieure. Elle est une force intérieure et elle travaille de manière en synergie d'action et avec les forces qui travaillent dans la sécurisation, quant à la violation du territoire à partir de l'extérieur, je veux dire les forces de défense. Et lorsqu'une crise, j'allais dire inopinée, vous envahit comme ça, la réorganisation n'est pas automatique. Vous voyez, la réorganisation se fait au coup par coup, ou en tout cas suite à certaines situations. Alors donc je peux dire que de façon continue et de façon permanente, à ce que je sais, je ne suis pas dans les rangs opérationnels, mais je sais qu'il y a une métamorphose, il y a une adaptabilité, une adaptation, en tout cas un processus d'adaptation de la police nationale à même d'être plus performant.
et naturellement en collaboration avec les autres. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité de repositionnement des forces de sécurité en fonction de la spécificité de chacun et de sa capacité technique de contribuer s'impose. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans est-ce qu'on doit s'entendre, est-ce qu'on ne doit pas s'entendre. On doit s'entendre. L'obligation de s'entendre est une question de survie. Donc je peux vous dire que la police, à mon avis, pour ce que je sais, des quelques éléments, est dans la dynamique. J'ai pris le cas du Mali parce que là-bas ils ont légiféré là-dessus. Est-ce que pour nous, je pense que vous connaissez mieux cette police nationale-là, est-ce que si on doit changer sa fonction, on doit la transformer, il ne faudrait pas passer aussi par quelque chose de ce genre, plutôt que de... On a l'impression ici qu'on est en train de faire des petits arrangements, alors qu'ailleurs il y a des décisions qui sont frontales, prises, qui semblent être plus marquées. Oui, je sais que vous ne savez pas, c'est que le Mali est dans le phénomène depuis 2012 ou 2011. D'accord. Et nous, on peut dire qu'on est dans la dynamique insécurité depuis 2016. Alors, ça veut dire que une bonne loi, c'est celle qui se prend après la pratique. Ok. Vous voyez ? Et les lois, même si elles sont prises par imitation ou par analogie, elles doivent être contextuelles. Inutile de se précipiter pour prendre une loi comme le Mali sans être le Mali. Et moi je suis sûr qu'aujourd'hui, si la militarisation de la police s'impose comme une nécessité de sortie de crise, mais écoutez, c'est même vous aussi sur le plateau ici qui allez même faire des pronostics et ça va marcher. Parce que c'est une question de pratique qui a amené les gouvernants à prendre la décision. Et si on anticipe et qu'on fait des décisions mal cuites, on peut se retrouver dans une... Vous savez, la militarisation n'est pas seulement dans les textes. La militarisation est surtout dans les faits. Et vous savez que les statuts de ces différents corps-là sont trop différents. Ne serait-ce que, je prends l'exemple sur le problème de départ à la retraite. Lorsque au niveau de l'âge de départ de la retraite, par exemple, à mon avis, je ne sais pas, mais je sais qu'au niveau de l'armée, pour les hommes de rang, c'est-à-dire les soldats, ça doit être 45. Mais l'âge de départ de la retraite pour le policier, c'est 58 ans pour l'agent de police, celui qui est au bas de l'échelle. Alors, une militarisation prend en compte cela. Ça veut dire qu'il faut bien on militarise, ça veut dire qu'on devient militaire. Si on devient militaire, c'est qu'on s'accommode, on s'insère dans la dynamique, j'allais dire, militaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Ça demande une longue étude. Et je crois que vous êtes mieux placé que moi dans vos recherches que les lois prises de façon immature ont connu des rebondissements irréparables avec des conséquences néfastes. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, ni l'armée, ni la police ne s'opposera après maturation de sa militarisation ou de sa non-militarisation. Nous sommes dans un processus, c'est pire que jamais, c'est ce que j'ai dit, qui doit nous ouvrir forcément à des portes, à des opportunités. Normalement, cette crise doit nous donner des aussi. Au sortir de la crise que nous vivons au Burkina, le Burkina ne grandit pas, le Burkina ne grandira plus. Au sortir de cette crise, le Burkina doit grandir. Et juge Inoussa Ouedraogo, vous avez sans doute aussi des questions de généralité. Oui, commissaire, on sait que justement, même sur le terrain, il n'y a pas de loi qui dit effectivement que nos policiers doivent aller vers cette forme de militarisation-là. On n'a pas encore légiféré sur la question, mais dans les faits, il y a que, on a entendu souvent certains policiers réclamer un certain nombre de matériel, notamment dit de guerre, que des militaires utilisent. On a vu ces débats et ils disaient pour la plupart qu'ils ne peuvent pas faire face à certains groupes terroristes sans avoir un certain nombre d'armes. Est-ce que sur la question, vous avez un avis à partager avec nos auditeurs et nos téléspectateurs? Oui, mais de la même manière que je venais de donner l'exemple sur l'âge, je vous donne l'exemple également sur l'utilisation et le maniement des armes. Imagine aujourd'hui que sur une pression quelconque, l'armée se soit dans l'obligation d'envoyer des armes qui n'ont à la police, par exemple, d'une unité de police dans une frontière où elle n'a pas été formée pour. Quelles sont les conséquences? Même si des terroristes venaient à les affronter, ils vont les affronter pour ramasser toutes ces armes et repartir. Puisque de toute façon, ils n'ont pas été bien préparés à l'utilisation de ces armes-là. C'est pour cela que je dis que c'est un processus.
Alors vous savez que la police nationale, de par son devoir de protection de l'intérieur et de la sécurité intérieure, était déjà dans les frontières. Et avec cette guerre, elle n'est plus une force qui lutte, qui travaille maintenant dans la gestion de l'immigration, mais elle est devenue une force qui doit être face aux terroristes qui, eux, ils ont un national de guerre super équipé. Donc, du coup, au cas par cas, vous verrez que l'armée, au lieu d'attendre d'abord de former les policiers d'un commissariat ou d'un poste de police contrôlé, un poste de police frontalier, avant de lui donner les armes pour qu'ils se battent, l'armée déjà va rapidement à la rescousse. Ils vont déjà prendre la place ou du moins se positionner de manière à ce que, en cas d'attaque, ils puissent positionner. Le temps que l'administration, que le législateur, que le gouvernant voient dans quelle mesure est-ce qu'il faut démobiliser subitement tous les policiers de la bande frontalière pour dire revenez dans les chefs-lieux de communes ou de province. Non, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il faut les laisser non plus également avec leurs petites armes pour qu'ils puissent tout le temps être en train de balayer? Non plus. Alors on trouve des solutions palliatives. Et au fur et à mesure, on adapte la situation. D'où effectivement la réflexion, la nécessité de réfléchir sur la militarisation de la police. C'est tout cela, c'est des exemples, il y a plein de pans. Il y a plein de pans, il y a l'utilisation de l'armement, il y a la dotation de l'armement, il y a le problème de traitement salarial, il y a les appellations des grades, il y a la tenue, il y a tout ça qui demande qu'il faut une militarisation de la police. Je suppose que le jour que l'État ou le gouvernement prendront la décision de dire que nous militarisons la police, ils ont déjà la solution de la militarisation à plus de 70%, pas 10%. C'est ce que je tiens. Oui, juge, nous sommes. Est-ce qu'a dit que les policiers qui réclament aujourd'hui justement ces armes-là passent à côté? Non, quand on suit votre argumentaire, c'est comme si légitime. S'ils avaient ces armes-là, ils ne pourraient peut-être pas s'en servir. Non, c'est légitime, Inoussa. Aujourd'hui, si moi je viens vous donner un avion parce que vous voulez aller rapidement à Bobo sans vous apprendre à piloter, vous voyez ce que ça vous sert comme dégâts? Voilà. En même temps, il est tout à fait normal que ces policiers demandent des armes appropriées pour contrer les terroristes. Parce qu'ils voient, et c'est après avoir subi. Et c'est surtout la virtualité de subir. Mais donc, en même temps qu'ils demandent l'arme, ils demandent qu'on les prépare. En fait, ils ne demandent pas de préparer-nous avant de donner. Mais on sait bien que l'armée, en décidant de donner des armes conséquentes pour permettre à la police de contrer toute éventualité au niveau en attaque terroriste, va également les amener à former. Et je pense que ça se fait déjà. Ça se fait déjà, je ne suis pas dans le secret, mais je vous dis, soyez rassurés qu'il y a des formations, véritablement la police suit intensément des formations avec les militaires dans des unités les plus élites. Et vous verrez que dans la pratique, on n'aura pas besoin de prendre exactement un texte pour ça, mais vous verrez même les faits que les policiers et militaires et gendarmes seront tous aguerris des mêmes matériaux et des mêmes connaissances pour en tout cas lutter contre ce phénomène-là. Vivement que la symbiose se fasse entre police et gendarmerie. C'était la fenêtre des généralités qui nous amène au cœur du sujet. Au cœur du sujet avec Paul Somdo. Il est directeur exécutif du Conseil consultatif en gouvernance, sécurité et développement local. Il est l'auteur d'un ouvrage sur la mendicité, intitulé De la mendicité aux opportunités ou aux enfers. Alors dites-nous d'abord, commissaire, pourquoi et comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet, à cette question de la mendicité? Merci bien, Président. Bon, il faut dire que moi, je suis un peu formanté dans une démarche préventive. Bon, il faut dire que j'ai quand même passé plus d'une trentaine d'années à la police nationale et les postes que j'ai occupés sont des postes beaucoup plus qui travaillent dans la prévention, dans la sécurité préventive. Et donc, du coup, j'ai aimé ça. J'ai aimé tout simplement parce que les avantages de la prévention, c'est ça coûte moins cher et les résultats sont toujours bons. Sauf que souvent, celui qui veut savoir qu'il ne les respecte pas finit par savoir les conséquences après coup. Et nous ne souhaitons pas que quelqu'un ne fasse pas la prévention pour subir et connaître l'importance de la prévention. Alors, c'est sur cette dynamique, j'allais dire, intellectuelle-là, et en rapport avec beaucoup de faits, je peux vous dire un petit rappel qu'en 2012, lorsque le Mali commençait à être un peu éprouvé, il y a eu un mouvement voilà, d'hommes de migration qui, en tout cas,
de population qui a afflué vers le Burkina. C'était équivoque en son temps. Et je me rappelle bien, un de mes amis me disait, mais monsieur Sondo, c'est bien, mais prenez des mécanismes qui puissent vous permettre de répondre véritablement à l'attente de ceux qui viennent vers vous pour demander un soulagement. Autrement dit, ça peut vous paraître comme quelqu'un qui a avalé une arête dans la gorge, elle ne passera pas, elle risque de vous emporter. J'ai dit, mais attends, tu ne vas quand même pas me dire qu'aujourd'hui des gens sont en difficulté et que si aujourd'hui c'était des populations burkinabées qui étaient en difficulté, n'allait-il pas partir vers un autre pays? Il m'a dit, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mettre maintenant à l'état primaire du phénomène des mécanismes pour savoir qui ne vient pas pour, qui vient pour. Ça, c'est important. Alors, c'est sur cette dynamique-là que moi, je suis parti pour... après constat au niveau de la nouvelle forme de mendicité qui se développe dans les villes de Ouagadougou, pour voir, mais en lien avec le terrorisme, ça peut donner quoi. Et j'ai dit que c'est déjà beaucoup de pans montre un peu une interpellation en tout cas à la société de façon générale et aux gouvernants de façon particulière. Parce que déjà, vous n'êtes pas sans ignorer que ces personnes qui sont déjà au bord dans les carrefours sont des personnes de façon générale vulnérables. C'est des femmes, c'est des petits-enfants, des mineurs, jamais une personne grande pour les protéger. Alors, déjà la loi, je crois qu'au Burkina, il y a une loi en 2008 qui donne un peu, qui ne défend pas, qui ne criminalise pas, qui ne la mendicité, mais qui donne exactement une autre. Je vous le lis, là, si ça vous intéresse. Si c'est voilà, par exemple, je prends la loi de, vous m'excusez, la loi 029-2008 du 15 août dit, voilà, l'exploitation de la mendicité d'autrui. Voilà, quiconque organise et exploite la mendicité d'une personne pour la livrer à la mendicité exerce sur une personne une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire, se fait accompagner par un ou plusieurs jeunes enfants en vue d'en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou tout autre avantage est coupable d'exploitation de la mendicité d'autrui. Vous entendez? L'infraction est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA contre quiconque commet l'un de tes actes. Ça, c'est l'article 7 de la loi de 2008 qui le dit. Alors, ne serait-ce que pour ça, l'État devrait pouvoir se baser pour protéger les enfants. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Oui, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, au regard de vos observations, vous avez estimé qu'il fallait écrire cet ouvrage pour interpeller. Absolument. C'est le 3e ouvrage que vous signez après L'Aube du sort sacré en 2017 et Le crépuscule du sort sacré en 2019. Et sans doute que vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin. Juge Geoffroy Vara, voilà, nous avons le commissaire Paul Sondo qui a donc partager ses réflexions sur cette forme de mendicité liée au terrorisme. Oui, c'est cela. Mais déjà, je tiens à le féliciter parce qu'il accepte de s'attarder sur un sujet qui préoccupe. Parce que tout le monde circule un peu dans les grandes artères de capitales comme Ouagadougou ou bien Bobo-Dioulasso. Chacun commence à voir des gens au feu, mais ça interpelle. Si certains ne se questionnent pas, en tout cas les autres sont convaincus qu'il y a un genre de danger qui peut nous guetter si on y prend garde. Donc voilà pourquoi je dis déjà c'est très intéressant qu'il s'attarde sur le sujet. Vous l'appeliez tout à l'heure, avant de venir au contenu même du livre, la loi, mais on a souvent aussi des textes qui ne tiennent pas compte de nos réalités sociétales. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un regard stricto sensus au regard de ce qu'il y a là, je pense qu'il y a des communautés qui risquent de ne pas être contentes. Parce qu'on a eu ici, sous Marshall, des initiatives, mais qui se sont butées à des réalités.
il fallait discuter même quelquefois avec ceux qu'on dit qui sont à charge des garibous. Il faut nommer les choses comme il se doit. Et là, c'était un peu aussi compliqué. Donc, il y a les textes. Et puis, quelquefois, malgré les textes qui interdit et qui prévoit même des mesures punitives pour certains éléments, on est obligé de négocier. C'est la réalité aussi de ce dans quoi nous sommes. Ça interpelle. Oui, juge, ce que vous dites est c'est pertinent. Si vous avez remarqué dans mon livre, je n'évoque pas la loi. J'ai remarqué cela. Je n'ai pas, vous allez fouiller. Vous avez plutôt fait appel à la solidarité en montrant que c'est pour qu'il n'y ait pas de l'amalgame entre quelqu'un qui est en train d'interpeller sur le non-respect de l'application d'une loi. Non. Moi, je pense, comme je l'ai dit, la mendicité est un test, c'est un indicateur, c'est même un outil du vivre ensemble. Vous voyez? Moi, je peux me mettre tout de suite, je vais dire, écoute, juge, est-ce que tu peux m'envoyer quelques francs là pour telle ou telle chose? Peut-être que j'en ai en poche. Mais tu dis, écoute, je te le viens tout de suite. Et puis, papa, je vois que c'est mon portable, tu m'as envoyé de l'argent. Ah, ce monsieur-là, il est gentil. Hein. Alors, c'est un test. Hein, c'est un test, c'est un indicateur que beaucoup utilisent pour voir exactement comment leurs rapports sont avec telle ou telle personne. Donc, la mendicité en elle-même est si on l'enlève dans une communauté, on ne se le trouvera plus. C'est vrai que dans d'autres pays, ils essaient de minimiser, mais là où nous sommes des pays où on est pratiquement, j'ai dit dans mon livre qu'on est à 100% croyants, même si on croit à plusieurs choses, si des groupes croient à telle ou telle chose. Mais c'est pour vous dire que avant que nous passions à la lutte véritablement contre la mendicité, il faut que nous puissions travailler de manière à ce que notre peuple puisse faire la différence entre la mendicité et la religion. Et ça, tant qu'il y aura la confusion entre mendicité et religion, pour lutter contre la mendicité, c'est difficile. Et je suis conscient de ce que vous venez de dire, que la meilleure loi, c'est celle qu'on peut appliquer. Et la meilleure loi, c'est celle qui s'adapte aux réalités de la société. C'est ça la réalité. Donc je suis très conscient de ce que vous dites. Et nous pensons qu'un phénomène aussi qui ne bloque pas, un phénomène dolosif, qui ne connaît pas un blocage, c'est-à-dire une interruption, forcément va à un développement. Et je vais même vous dire, nous sommes à un état où encore le phénomène est encore maîtrisable. Mais je ne vais pas citer des pays avec qui j'ai échangé au moment, juste après l'apparition de mon livre, que je n'avais peut-être pas encore dédicacé, mais j'ai échangé avec des communautés, des pays autour de nous, et au moins 2 pays qui étaient là au cours d'une rencontre que j'ai pu participer. Mais ils m'ont dit, mais monsieur Sondou, vous êtes très prévoyant, nous ne sommes pas capables de résoudre ce problème. Nous sommes arrivés à un niveau où la mendicité, la même, aujourd'hui est devenue une activité où des personnes louent des enfants pour aller dans d'autres pays aller mendier. Voilà. Et une fois dans ces pays, il y a des mécanismes où il faut rendre les enfants, c'est-à-dire, j'allais dire, très dégueulasses, à même d'attirer la pitié des autres. Vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Et si vous arrivez effectivement à le faire, il vaut mieux le faire rapidement. Parce que c'est dans ça. D'accord, c'est vrai que je posais la question d'entrée, comme vous avez ressorti la loi. Et quand on voit le livre, jusqu'à la page, je vais dire 21, on voit que vous faites un peu le profil du mendiant. Vous dites qu'il faut faire attention, il y en a de plusieurs types. Vous parlez même du mendiant de luxe. Et il y a une partie où vous dites que celui qui fait l'acte d'aumône doit être aussi vigilant si celui à qui il vient en aide. Vous faites une typologie du mendiant. D'abord celui du Burkina, vous parlez aussi d'ailleurs, où quelquefois c'est l'animal même qui est utilisé, juste une pancarte et tout. Mais quand vous regardez au Burkina, quelle est la majeure partie de ceux qu'on a par exemple à nos feux? C'est à quel type ils répondent? Non, et dans un passé récent, c'était quand même des mendiants de type, j'allais dire, rassurant, c'est-à-dire des mendiants qui, de par leur situation physique, et voilà, on sent que véritablement ils ont besoin d'une assistance, jusqu'à un passé récent. En ce moment, les vertus de la solidarité, que vous avez également vantée dans cet ouvrage fonctionnent normalement, sans a priori. Sans a priori, voilà. Et même si tu vois que parmi eux, et souvent certaines personnes, tu les arrives, tu trouves que bon, il a un bras, et il est handicapé moteur et tout, tu lui proposes
propose un travail, il te dit, mais écoute, moi, je suis handicapé, est-ce que tu pourrais supporter, je ne pourrais pas faire tel ou tel. Si tu es d'accord pour le prendre pour malgré son handicap, il va avec toi. Alors que la nouvelle forme que nous voyons aujourd'hui, ben, ils ont compris qu'ils déjà ont un peu, en tout cas, la chair dans le cœur, pardon, et ils en exploitent, ils poussent les enfants pour que vous ayez pitié des enfants, pour leur donner, et ça c'est puni par la loi normalement. Mais au-delà de cette punition, ces enfants que vous laissez, nous sommes au mois de quoi? Nous sommes au mois de décembre, tout le monde est à l'école. C'est cela. Toutes ces personnes-là, vous les voyez déscolariser volontairement. Qu'est-ce que vous en ferez demain? Ils ont le droit de vivre. Demain, ils vont vivre, même par le crime. Même par le crime. Ils vont habiter partout. Ils vont se faire des tentes dans un quartier, quelque part, ils vont vous attaquer. Il faut dire, moi je suis burkinabé. Nous avons la chance que tous ceux qui font ça, ce n'est pas de nationalité étrangère. C'est des burkinabés. Est-ce que nous avons le choix de regarder des burkinabés se préparer demain pour attaquer d'autres burkinabés, pire que ce que nous vivons? Si nous n'avons pas le choix, nous devons travailler de manière à trouver un mécanisme pour les rattraper. Voilà, si on dit aux femmes, si vous voulez aller mendier, mais pas sans les enfants. Vous avez été victime d'attaques, de guerres, de tel jour, vous êtes là, ok, allez-y dans les carrefours mendier comme vous voulez, mais sans les enfants. En ce moment, ça coûte quoi? De trouver des crèches, des trucs pour au moins là où ils sont là, pour amener des gens à les encadrer jusqu'à ce qu'ils reviennent. De leur mendicité, de leur sortir les enfants. Oui, mais il faut sortir les enfants forcément. Si on ne sort pas les enfants là, l'école machiavélique qu'ils sont en train de subir là, le revers sera très douloureux pour nous, ici vivants, et qui avons même eu le culot de faire des enfants pour qu'ils vivent demain dans une vie qu'ils ne pourront pas vivre. Ah oui, parce que la minorité va être très nuisible. Et il faut être clair, si on ne voit pas aujourd'hui, on va passer tout le temps à payer les prix de notre naïveté. Ça, pour moi, les enfants, il n'est pas question, on a la possibilité. On peut dire à ces femmes, vous pouvez aller mendier, mais pas avec un enfant. De moins de 8 ans, ce n'est pas possible. Un enfant scolarisable, vous restez. Vous êtes dans Wemtenga, vous êtes dans la cour d'une école, on ne vous chasse pas. Si on peut pas, si on peut vous consolider avec des tentes et tout, mais les enfants restent. Trouvez une solution pour que le groupe de femmes qui doit partir mendier aujourd'hui là, eux ils laissent pour s'occuper des enfants des autres. Et demain, c'est eux qui partent, mais pas les enfants dans la rue. Je ne peux pas comprendre quel mécanisme qui accepte qu'on voit des enfants scolarisables, qu'on voit des enfants qui peuvent attirer, qui peuvent choper des maladies et qui peuvent rendre préjudice, et des enfants sur qui on compte. Demain, non, de façon impunie, je ne trouve pas, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le faire. Oui. Voilà. Juge Inoussa Ouedraogo. Est-ce que vous avez pu ou déjà fait en fait le lien entre la mendicité et l'insécurité? Mais oui, parce que de toute façon, ce que je dis, c'est comme ce sont des hypothèses. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui se sont déversés dans la mendicité. Et ils demandent, et comme je l'ai dit dans mon livre, et on leur demande, bon écoutez, il n'y a pas de problème, on a des travaux domestiques. Vous pouvez venir, on vous donne 50 000 francs par mois, ou 30 000 francs par mois. Il dit non, non, c'est que moi je gagne, même c'est plus que ça. Je ne viens pas. Alors, c'est on sent que les gens agissent, mais ils ne s'extraient pas pour aller faire une autre activité. Alors, où vont les ressources que vous leur donnez? Vous n'avez jamais vu leur mari. Vous les voyez comme ça, ils n'ont pas de mari. Ils n'ont jamais d'hommes adultes avec eux. Alors, ces hommes adultes-là, c'est des gens qui ont disparu, qui sont victimes, qui sont morts. Ou alors c'est des gens qui sont quelque part. Ils savent où sont leurs épouses. Et ils savent où elles sont. S'ils sont vivants, ils savent où elles sont. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Au moins, à la limite, ce qu'on peut, moi je crois à la réconciliation qui va amener tout le monde, tous ces gars-là un jour, autour, en tout cas, véritablement du chantier de construction. Mais maintenant, il appartient à l'État de développer un mécanisme pour identifier tout ça. C'est possible, faites un recensement.
Oui, avant d'en arriver là, commissaire, est-ce que, avant de rédiger votre ouvrage et de partager ces réflexions, vous avez eu des témoignages, vous avez questionné des gens dans la rue pour essayer, en réalité, d'avoir un peu les filières, d'où est-ce qu'elles viennent, ces mendiantes-là, comment est-ce qu'on peut les relier à l'insécurité et au terrorisme, puisqu'il y a plusieurs questions qui ressortent de votre ouvrage. Qu'en est-il de leur mari? Vous en avez parlé tout à l'heure, de leur frère. Est-ce qu'en étant généreux envers ces mendiants, nous savons ce qu'il est fait de cet argent? Ne finançons-nous pas peut-être le terrorisme sans le savoir, en croyant aider ces femmes et ces enfants considérés comme des victimes et dont les maris et les pères sont peut-être enrôlés dans des groupes terroristes? Est-ce que vous avez eu des témoignages là-dessus? Est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez vous-même un tout petit peu investigué pour vous dire que, attention, nous avons un type de mendicité qui est directement relié au terrorisme aujourd'hui au Burkina et dans nos carrefours? Oui, bon, et de façon, en termes d'expertise, en termes d'études spécifiques, je ne l'ai pas mené, mais je sais que le ministère de l'Action sociale a mené l'étude. Mais c'est certainement que, et comme ça a été mené beaucoup avec une expertise avérée, certainement certains résultats ne sont peut-être pas bien à dévoiler. Voilà, et certainement pour des raisons de paix sociale, pour des raisons quand même de choses, je suis convaincu, moi je n'en dispose pas, mais dès lors qu'une étude a été menée, en principe, et ces sujets, cette préoccupation d'avoir été révélée. Moi je sais que en me lançant, en décidé de me lancer dans cette étude, et c'était pas sans dissuasion. Beaucoup ont pensé plutôt que le sujet était très complexe et qu'il ne faut pas en parler. Et que même au niveau de certains gouvernements, c'est pas aujourd'hui, hein, j'ai tenté de façon par des notes short pour faire comprendre que on peut contrer rapidement la chose avant qu'il ne se développe, et effectivement tout le monde aura son compte. Mais on a toujours dit, mais écoutez, ça c'est une manière de faire pour que les gens se mobilisent contre nous, on va nous faire ceci, Alors le sujet est très complexe. Le sujet est très complexe. Et vous avez décidé de le mettre sur la table? Ah oui, bon, j'ai décidé, je sais que de toute façon, et on ne va pas quand même vivre tout sujet comme un serpent de mer. Tout le monde est conscient que le serpent est là, tout le monde connaît le sujet, tout le monde en parle, mais personne n'accepte d'aller à une tribune pour en parler. Et ça, il y a plein de phénomènes comme ça qui est en train de remettre en cause notre vivre ensemble pour le fait que nous préparons un terrain favorable et nous vivons sur la base des préjugés et des stéréotypes. Et ça, ce n'est pas possible. Et vous remarquez, notre format culturel, notre format de vie quotidien prend beaucoup plus ses fondements sur des stéréotypes et des préjugés. Et ça, dès que vous décidez sur des stéréotypes et des préjugés, franchement, vous allez droit au mur. Droit au mur, il ne faut pas... Oui, juge Geoffroy Barin. C'est vrai que quand on lit la page 26, vous dites l'État se doit de les mettre dans des abris qui facilitent leur surveillance et leur encadrement au risque d'être confrontés un jour à leur refus de retourner sur leur terre habituelle et générer des revendications tendant à se considérer comme victimes de non-assistance de personnes en danger. Vous avez des propositions, vous dites déjà il faut commencer par les identifier. Et vous faites remarquer aussi que, bon, dans certaines parties d'où viennent la plupart de ces personnes qu'on a comme mendiants, ce n'est pas forcément dans la pratique d'avoir un acte de naissance et tout. Donc ça veut dire qu'il faut déjà l'établissement massif et Absolument. tout. Et donc est-ce que vous sentez que la question elle est prise ainsi à bras le corps? Parce que là, je reviens toujours à ce qu'on avait eu avec le ministère de la Solidarité. C'était non, il faut trouver des petits métiers pour ceux qui peuvent apprendre des métiers. Mais on n'est pas dans... on n'aborde pas la question vraiment danger possible, parce que tant qu'on ne connaît pas quelqu'un, tant qu'on n'a pas un nom sur lui, on n'a pas un nom sur un visage, on ne peut même pas quantifier. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut identifier le danger, on peut le mesurer. Parce qu'aujourd'hui, ça doit commencer par ça, les identifier. Mais est-ce que ça c'est possible comment? Oui, mais déjà, ils ne dorment pas dans la rue, vous savez, une certaine élégance chez eux. Hein. Ils sont confinés dans des camps de fortune qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Il suffit de les rejoindre là-bas. Il suffit de les aider à rendre moins précaires un peu leurs conditions de vie. Il suffit de créer un frottement avec eux. Il suffit d'identifier les potentialités qui peuvent exister. Il suffit de voir exactement quelle est leur vision. Et ça, tout ça, c'est possible.
Mais vous ne pouvez pas le faire sans qu'il y ait un brassement, sans qu'il y ait un frottement. Si vous ne créez pas un mécanisme de frottement entre vous, entre ces personnes-là et la société pure, mais vous allez tirer chaque fois à côté, vous partez prendre des décisions inappliquées, inapplicables. Et donc c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Et vous savez, j'ai dit dans mon livre, vous ne l'avez peut-être pas, j'ai dit, si aujourd'hui le terrorisme finit, pensez que tous ces beaux mondes-là vont repartir chez lui? Non. Il y en a qui ont trouvé une solution, il y en a qui ont pu trouver même, c'était des cordonniers, ils sont arrivés dans des villes, voilà, ils ont trouvé que leur action était plus prisée. On leur dit de partir, ça ne le concerne pas. Il y a plein de personnes comme ça, d'hommes de culture, des artistes et tout, mais il faut que le service, l'État prenne un mécanisme, trouve l'action sociale des gens qui vont continuer à faire un frottement avec eux. Il faut qu'ils maintiennent la proximité avec eux, qu'ils ne les diabolisent pas, qu'ils les considèrent, qu'ils soient le relais et la transmission de la compassion de l'État vis-à-vis d'eux, qu'ils parlent en termes de vous allez partir. Moi, il m'arrive souvent de partir dans des camps à Quinfanré. J'y suis parti là, au nom de mon association d'Alobé. J'ai juste eu quelques sacs de maïs. Et je suis parti causer avec eux. Tous les jours, ils m'appellent. Comme ça, tu viens quand encore? Comme ça, tu viens quand? J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais venir. Et les enfants, j'ai dit, mais et c'était avant la rentrée. J'ai dit, mais ces enfants-là, est-ce qu'ils vont partir à l'école? Ah, pour le moment, on va voir. Bon, ils ont pris une école coranique comme leur site d'hébergement. Et donc, certains enfants étaient dans des écoles coraniques et dans des écoles publiques et des choses modernes. Mais je leur ai dit, mais comment vous allez vous arranger à la rentrée? Ah, il dit, non, ils vont appeler comment on appelle, le CVD. Quand le CVD est venu, on a échangé, je leur ai dit, bon, à la rentrée, prenez contact avec moi, on va voir ce qu'il y a. Tous les jours, il m'appelle, il me fait le point. On a pu caser d'autres personnes dans telle école, on a pu caser d'autres, mais ils ont des problèmes de repas. Bon, chaque fois, j'ai dit à mon chauffeur, écoute, prends 2 sacs de maïs, tu vas les donner, et tu leur dis que je suis en route. Alors, tu vois, il me dit, j'ai dit, mais comment vous vous arrangez avec ceux qui... Non, on s'appelle tous les jours. Même ceux qui ont eu le courage de laisser là, on s'appelle. Nous, on pense qu'on va le tourner. L'an passé, même, ils n'ont pas cultivé parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient le tourner avant la saison. Ça veut dire que c'est à cet espoir, il y a cette communication. Donc, cette opportunité de recadrage, c'est-à-dire de révision de la carte même démographique du Burkina va changer fondamentalement. Nous sommes en train de vivre un brassage obligé du fait de ces PDI, du fait de cette situation, si on sait également exploiter. Et président, je vais rassurer notre convoqué du jour qu'on a lu son livre, parce que je sais qu'à début il a dit 2 fois. Et voilà, on l'a lu, parce qu'on a eu la version photo qui a été partagée par le président, avant que vous nous envoyiez la version physique ce matin. Donc on l'a lu. Et c'est pour ça que dans la partie par exemple que vous évoquez, vous sortez de la question même de la mendicité au niveau des carrefours, pour dire qu'il faut faire attention, parce que lorsque il y aura le retour même des populations de façon générale chez elles, vous dites il faut savoir gérer. Parce qu'on peut trouver des populations originaires de l'Est qui décident de rester à l'Ouest, d'autres et vice-versa. Et même sur la question du retour, certains peuvent se retrouver, même dans la chefferie, on va dire contester, parce qu'ils reviennent trouver de nouveaux chefs. Absolument. Ou bien même sur la question des terres, on ne s'accorde pas parce que celui qui est parti revient trouver quelqu'un d'autre qui en est le propriétaire. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça, mais ça veut dire que le retour même, ça deviendra très difficile. Mais oui. C'est-à-dire que pour moi, je conjugue la situation d'insécurité que nous vivons aujourd'hui au passé. À l'instant où je vous parle là, moi je pense que le problème est passé. Parce qu'une chose finit au moment où on l'a attaqué. C'est cela. Donc on l'a attaqué, forcément il faut qu'elle finisse. Mon problème c'est l'après-terrorisme. Après cette forme d'attaque là, on devient... Parce que si vous avez remarqué ces derniers temps, ils attaquent les symboles. Les symboles de l'État, les symboles de l'État qui peuvent être infrastructurels ou humains, mais c'est souvent les victimes collatérales, ce sont les hommes maintenant. Ils n'attaquent plus. Les formes d'attaque, les formes de manifestation du terrorisme changent. Ça veut dire qu'on va véritablement vers une finalisée. Et moi j'ai dit, la paix que nous allons avoir avant de partir sur une autre vie du Burkina n'est pas au bout du canon. C'est pas pessimiste, non, ça? Non, il n'est pas au bout du canon. Oui, juge Inoussa Ouedraogo, peut-être sur ce volet-là,
Non, il est évident qu'on ne peut pas utiliser les armes uniquement pour lutter contre le terrorisme parce qu'il y a d'autres phénomènes au-delà. Mais je voudrais que le commissaire revienne sur le lien aussi qu'on peut faire entre la religion, la mendicité et le fait que l'État ne prenne pratiquement pas de dispositions, en tout cas claires et visibles, pour lutter contre ce phénomène-là, notamment la religion musulmane. Oui, il faut dire que à l'heure actuelle, l'État, parlons des gouvernants, c'est plus facile, parce que l'État, vous n'allez pas le rencontrer au feu de stop. Parlons des gouvernants. Et les gouvernants sont aujourd'hui comptables de ceux qu'ils ont précédés. Quoi qu'on dise, l'État est une continuité. Mais je vais vous dire une chose. Et vous savez, votre question nous renvoie à une réorganisation profonde des missions et attributions de nos institutions. Vous voyez, lorsque quelqu'un est dans un ministère d'ordre organisation dont le charisme du ministère est l'organisation sociale et qui prend beaucoup de temps à parler des armes, ce ministère trompe un peu de mission et il met des efforts sur là où il n'a pas d'expertise. Est-ce que vous comprenez? Ce domaine-là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des réformes profondes. Les gens font des réformes, mais ce sont des réformes, j'allais dire souvent, par rapport à la reconfiguration de certains ministères. Mais pas une réforme dans la typologie même, dans la typologie même des missions qui sont attribuées. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'aller à la guerre, on ne vous demande pas de prendre des armes, on vous demande de réfléchir comment socialement nous allons faire des approches. On n'a pas besoin de créer une autre structure pour aller faire une nouvelle mission. Toutes les missions d'ordre socio-économique et financier sont contenues et ont prévalu la création de tous les ministères de tout un gouvernement. Tous les ministères là. Pour créer une structure aujourd'hui, vous verrez un ministère qui est en train de faire ça. Il faut fortifier, il faut renforcer les capacités, revoir exactement et l'adapter au contexte. C'est-à-dire ce que je viens de dire, par exemple, la proximité avec les choses, avec par exemple les PDI. Ça, ce n'est pas le rôle de la police ni de la gendarmerie, c'est le rôle de l'action sociale. Il faut renforcer les capacités opérationnelles de l'action sociale en leur donnant une mission en filigrane de sécurité, qu'ils soient en rapport avec, qu'ils viennent, ils aient des rencontres. Parce que le fait que les policiers et les gendarmes vont vers les PDI les expose davantage également aux terroristes. Donc, il faut revoir une contextualisation. Il faut revoir aujourd'hui, mais on peut plus travailler, un ministère ne peut plus travailler comme il y a 10 ans. C'est pas possible. Quand vous dites qu'il faut revoir, il faut recontextualiser, en lien avec la question qu'il a posée, qu'est-ce que vous dites concrètement? Je veux qu'on fortifie et on regarde, on décrypte un peu les missions dévolues à chaque institution pour renforcer ses capacités opérationnelles par rapport à la question spécifique dont il a les expertises, au lieu de créer des structures où il faut redonner encore d'autres nouvelles, rechercher d'autres moyens et qui pourtant ne feront pas mieux que ceux-là qui sont déjà positionnés dans une dynamique de la faisabilité. Bon, c'est un peu, ça concerne tout le monde. C'est comme je viens de le dire, j'ai pris le paradoxe pour dire que vous ne pouvez pas demander au ministère des Finances, par exemple, écoutez, de vous proposer exactement comment vous allez attaquer, par exemple, comment on appelle au ministère des Finances, comment il faut gérer, par exemple, les déplacés internes. Non, c'est pas son rôle. Oui, mais il lui a posé une question en lien avec la religion. Oui, mais je veux dire, au niveau de c'est comme je l'ai dit ici, je vous ai dit qu'il ne faut pas faire la confusion. Il ne faut pas laisser installer l'idée confusion égale religion et mendicité égale religion. Si ça, il faut éviter que la confusion entre la mendicité et la religion puisse avoir lieu. Dès lors que, effectivement, quelque part, on vous dit non, mais un mendiant, ils sont devant les églises, ils sont devant les mosquées. Bon, ça rapproche. Est-ce qu'il faut considérer tous ceux-là à ce niveau pour essayer de l'encadrer, ça devient difficile.
Voilà, si l'idée de la mendicité égale religion est ancrée dans les esprits des populations, alors son encadrement devient très compliqué. Mais quand on regarde de façon empirique dans nos rues, est-ce que vous avez pu faire un lien? C'est vrai que c'est un sujet un peu sensible, comme on le dit souvent, mais il y a les faits. Et comme je le dis, quand on regarde de façon empirique dans nos rues, il y a un lien qui peut être fait entre la religion musulmane notamment et la mendicité. Est-ce que vous qui avez mené l'étude, qui réfléchissez sur la question, vous avez pu entrevoir ce lien qu'on peut faire là? Ou bien il ne faut pas du tout faire du lien? Ah non, moi je lance, comme je l'ai dit, mon livre contient beaucoup de thématiques. Moi, j'ai lancé également un appel à ceux-là qui peuvent faire des sociologues et puis les psychologues et tout, pour pouvoir travailler de manière à donner des orientations littéraires sur la distinction entre la mendicité et la religion. Moi, je ne suis pas expert, mais je sais qu'il faut également inviter, on a plein de potentialités intellectuelles et qui peuvent effectivement se pencher sur la question. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pays qui vivent aujourd'hui les conséquences. Le fait d'avoir laissé pousser et la confusion, l'idée de la confusion entre religion et mendicité qui fait qu'ils ne peuvent plus toucher à la mendicité. Alors, on ne peut plus toucher à la mendicité. Deux temps forts dans votre ouvrage, c'est quand même qu'il faut avoir un esprit de discernement. Il ne faut pas donc considérer tous les mendiants comme des suspects ou des complices du terrorisme, mais également ce volet solution. Donc, il faut instaurer un dialogue social, notamment, et préparer l'après-terrorisme, parce que pour vous, vous en êtes convaincu, le terrorisme sera vaincu. Oui, je vois que vous voulez dire quelque chose. Comme on n'a plus beaucoup de temps. D'accord, c'est vrai que dans la dernière partie, parce qu'après il faut qu'on se parle, il y a un dernier chapitre qui est consacré à ça, mais juste avant, il dit gouverner par l'exemple. Et dans cette partie, il y a une question qui m'est venue comme ça, parce que vous disiez que quand on regarde un peu nos leaders politiques, sur le plan politique, social et tout, vous dites qu'il manque une identité standard. Et que quand on voit le Malien, le Guinéen, il y a comme une identité derrière. Et vous allez même jusqu'au vestimentaire. Qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir? En une minute. Moi je vais tout simplement dire que le Burkinabé doit se faire reconnaître partout qu'il est Burkinabé. Il doit avoir une identité qui la distingue des autres. Ça c'est clair. Il faut qu'on s'accorde sur une identité qui nous distingue des autres. Et comme c'est que j'ai pris l'exemple vestimentaire, nous avons par exemple le faso d'Anfani. Et on ne demande pas à tout le monde d'être en faso d'Anfani, mais on a quand même quelque chose, on peut en faire comment on appelle, une valeur. Alors, il y en a, c'est pas seulement dans les vêtements et d'autres, j'ai cité comme ça, pour dire que le Burkinabé doit se distinguer des autres, mais ne doit pas passer tout le temps à singer les autres. C'est son rapport avec maintenant la mendicité dans le livre que je cherchais. Son rapport avec la mendicité, ça c'est dans le chapitre de gouverner par l'exemple. Par l'exemple, c'est ça, voilà, ce que je disais. En donnant un peu la nécessité de gouverner par l'exemple, j'ai donné beaucoup de points, dont ça. C'est-à-dire que le gouvernant lui-même, lorsqu'il se comporte comme ça, il n'a même plus besoin de vous dire portez des danfani. Si lui-même porte des danfani, là, vous-même vous êtes interpellé. Le gouverneur qui refuse de faire des grandes fêtes, parce que tout simplement il n'avait jamais fait, c'est depuis qu'il a été appelé aux affaires qu'il commence à faire des grandes fêtes dans le quartier. Mais c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Et vous ne pouvez pas faire croire que non, tu avais été longtemps riche, c'est maintenant que tu commences à montrer ta richesse. C'est pas possible. Donc tu attends après et puis tu fais. Et aujourd'hui, ceux qui se sont battus pour être riches, mais ils ont le choix, puisqu'il chacun doit être en mesure d'expliquer les ressources dont il vit. Il vit de quoi? Un homme normal doit pouvoir, à tout moment, ne pas être gêné d'expliquer d'où vient son patrimoine. D'où vient son patrimoine, comment il tire ses ressources. Il doit pouvoir le dire. Comment il gère son quotidien. Vous êtes son quotidien. Autrement dit, si même ceux-là même qui peuvent donner l'exemple de d'où vient mon patrimoine, et occulté, ça veut dire que vous amenez tout le monde un peu à être sujet de préjugés.
Donc, gouverner par l'exemple et instaurer la vertu dans la République, c'est ce qu'il nous faut, mais également avoir un œil sur ce phénomène de la mendicité. Le sujet n'est pas évacué, on y reviendra sans doute à d'autres occasions. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, c'est la deuxième audience de la semaine qui a exploré quelque peu l'ouvrage de la mendicité aux opportunités ou aux enfers, publié par Paul Sando. Il est directeur exécutif du Conseil consultatif en gouvernance, sécurité et développement local de CGSDL. Mais Paul Sando a été également directeur général de la police nationale. Paul Sando, merci d'avoir honoré notre convocation. Merci, Président. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Geoffroy Baha, merci. Merci aux juges Yenoussa Ouedraogo. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Et prenez grand soin de vous en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même chaîne, même heure, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.